Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour cette 9e séance donc, du séminaire in-game consacré aux jeux vidéo ici à l'ENS. Ce soir, donc, on a le grand plaisir, grand honneur d'accueillir Bernard Perron. Donc, merci Bernard, je te présente très rapidement et je te laisse la parole tout de suite. Donc, Bernard, donc, tu es professeur titulaire au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Tu vas nous parler ce soir donc, de concevoir la peur vidéoludique. Je m'éclipse pour voir les slides et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, merci Guillaume, merci Thaïs, merci Alexis de m'avoir invité. Alors on va parler de jeux vidéo d'horreur. Et encore une fois, je dis jeux vidéo d'horreur et on va questionner tout ça. Je sais que le séminaire fonctionnait en deux parties, un designer, un concepteur de jeu et un théoricien. Le designer de jeu n'est pas là, je un peu jouer les deux. Donc on va à la fois réfléchir sur faire et concevoir dans l'idée de penser. Donc concevoir qu'est-ce qu'est la peur vidéoludique, mais aussi quelque part je jouerai un peu le jeu du designer et de renvoyer à quelques idées de conception. Finalement, je vous présente plusieurs années de réflexion et d'analyse de jeux vidéo. Évidemment, je suis ce qu'on appelle un NACA-fan. Quand on travaille sur des genres populaires, on adore nos objets et en plus, on est capable de pouvoir en faire nos recherches. Alors, c'est un peu aujourd'hui, finalement, le mélange de tout ça. On a eu un groupe de recherche aussi qui a travaillé sur les jeux vidéo d'horreur. Alors, une partie du travail vient de ce que j'ai fait avec mes étudiants et avec mes collègues. On va commencer par, si mon petit truc veut marcher, oui, oh, un extrait. Moteur, action, peur. Je parle toujours de l'horreur en pleine lumière, donc on ne voit jamais rien, ce qui est peut-être bien pour les gens qui ont un peu plus peur, mais ça enlève beaucoup d'effets, donc quelque part on verra absolument rien de tous les extraits vidéo que je vais vous montrer, on sera dans l'obscurité. Mais bref, commençons par poser les couches de l'horreur, parce que la peur, ça sera notre thème d'aujourd'hui, parce que finalement la première partie de l'intervention sera de construire la pyramide des jeux d'épouvante, en hommage à Pyramid Head de Silent Hill 2, jeux vidéo d'épouvante. Encore une fois, la question du terme, on est pris avec une étiquette générique qui n'est peut-être pas la bonne, parce qu'on parle de jeux vidéo d'horreur, mais moi je préfère parler de jeux d'épouvante. Pourquoi? Si on renvoie au cinéma, donc films d'horreur ou non, peu de films contemporains ont réellement réussi depuis 1960 à horrifier le public. Notre relation à l'image est évidemment multipliée, on a les images partout. Le terme horreur est arrivé dans les années 30 devant les monstres de la Universal. À l'époque, ces monstres-là horrifiaient. Donc c'est le terme qu'on a gardé pour le genre, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon. Quelque part, il faut distinguer l'horreur, ce qui est notre thème d'aujourd'hui, la peur. L'horreur est une expérience émotionnelle extrêmement désagréable et même traumatisante qui rend le sujet ou la victime impuissante tout en violant ses plus élémentaires attentes par rapport au monde. L'horreur, contrairement à la peur, est une émotion qui laisse le spectateur consterné. L'horreur, c'est ce qui s'est passé chez vous au mois de novembre. Ça
Je ne suis pas sûr que les jeux vidéo d'horreur soient l'expérience qu'on va chercher quand on va jouer à des jeux vidéo d'horreur. On est davantage dans un rapport à la peur. Et c'est la peur qui est au centre de tout ça. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui rend spécial l'écriture d'un jeu d'horreur? Évidemment, c'est la peur. L'écrivain et ou le concepteur d'un jeu d'horreur a une responsabilité supplémentaire. En plus de soutenir la jouabilité, de concevoir une histoire captivante et d'écrire de bons dialogues, il doit aider à créer et à maintenir un sentiment de peur. Et cela signifie travailler avec les atmosphères et les tons d'une manière qui peut être différente des autres jeux. Dans l'esprit du public, un jargon militaire et des armes modernes sont généralement suffisants pour définir un jeu de tir tactique. Conserver une ambiance effrayante au cours d'un jeu peut parfois être un peu plus compliqué. L'horreur, c'est pas si simple à créer. J'ai commencé avec Layer of Fear, qui est peut-être l'effet le plus simple, c'est-à-dire bouh! Hein, je veux dire, ça va. Mais il faut aller plus loin parce que qui joue à des jeux vidéo ici, là? On est tous... Ah, ouf! Je suis ému. Merci d'être là et de connaître le corpus. D'habitude, 2 personnes. Imaginez plein de profs, vieux profs qui pensent à Pac-Man. Alors, Pac-Man faisait peut-être peur à l'époque, je ne le sais pas, mais bref. Alors, la peur. On va commencer par réfléchir à qu'est-ce qu'une émotion. Donc, la peur, c'est une émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion? C'est une séquence complexe et plutôt brève de réactions intenses. Alors, ça a aussi quelque chose de corporel, ça a une dimension cognitive, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est à la fois un état, mais c'est aussi peut-être surtout un processus. Pour avoir une émotion, il faut qu'il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, il n'y a pas d'émotion. L'émotion, c'est aussi une tendance à l'action dans la forme d'établir, de maintenir ou interrompre une relation avec l'environnement. En fonction du type de relation que j'ai avec l'environnement, j'aurai une émotion différente et j'agirai différemment. On va le voir, quand j'ai peur, j'agis différemment que quand je suis en colère. Quand je suis totalement amoureux, encore une fois, je souhaite rester là, je souhaite rester présent. Quand je suis intéressé par quelque chose, je ne veux pas partir. C'est une tendance à l'action, d'une émotion. Quand je suis émerveillé, je regarde, je ne bouge pas. Les émotions surviennent en réponse à des événements qui sont importants pour un individu, pour ses buts, ses motivations et ses préoccupations. On a toujours une émotion devant quelque chose, que ce soit un événement, que ce soit un agent. Et c'est en fonction de l'évaluation que j'ai par rapport à moi que j'aurai une émotion plus ou moins différente ou plus ou moins forte. Si je ne suis pas préoccupé, je n'ai pas d'émotion. Alors, processus, préoccupation, une relation à soi. La peur dans tout ça, la peur, elle est une émotion primaire, clairement orientée vers un objet. Quoi pensez-vous? Ça, ou autre chose. Mais le monstre, l'entité monstrueuse, c'est ce qui définit quelque part le genre. Vers un objet, mais aussi vers un but. Quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais? On a 3 possibilités qui sont les 3 grands F en anglais, fear, F, les 3 F, la peur, on pourrait mettre les 3 P. Mais je peux rester figé sur place, le temps que mon cerveau commence à savoir qu'est-ce qu'il va faire. En général, je fuis. Ou quand je n'ai pas le choix, je fais face. J'ai tenté de faire le fameux F, faire face pour le fight. Donc, freeze, flight, fight. Ce sont les 3 grandes réactions que j'ai par rapport à l'horreur et par rapport à la peur. C'est un peu autour de ça qu'on va réfléchir aujourd'hui. Comment donc la peur en jeu vidéo est différente, modulée, travaillée différemment qu'en cinéma, par exemple. Je disais jeux vidéo d'épouvante parce que quelque part, donc derrière la notion d'épouvante, il y a toujours cette question de peur. L'épouvante, c'est quoi? C'est une peur soudaine causée par quelque chose de terriblement menaçant. Et quand on dit aussi, j'ai eu une grosse frayeur, une peur très forte, soudaine, le plus souvent passagère, provoquée par un danger réel ou supposé. L'idée, encore une fois, très passagère et soudaine, provoquée par un danger, c'est le monstre en horreur. Mais, et là vous allez, ce qui est bien, au moins ça, j'ai quelque chose de conceptuel par rapport à ce que je vais vous présenter. C'est peut-être le seul extrait qui va être agréable ce soir.
Amnesia, The Dark Descent. Vous n'avez rien vu, hein? C'est normal. Parce que quelque part, on pourrait très bien s'imaginer. Donc, un first-person shooter, donnez-moi un gros gun, même avec un gun avec une chainsaw, et j'aurai vraiment donc, un bon first-person shooter. On pourrait imaginer, plus gros sera le monstre, plus forte sera la peur. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui ont joué Amnesia, The Dark Descent, qui est peut-être le jeu le plus terrifiant et le plus épeurant des derniers 25 ans, ben, il y a ce passage-là. Qui a joué Amnesia? Souvenez-vous de ce passage-là? On ne verra jamais le monstre. Mais c'est pas ça qui, en québécois, excusez-moi, mon québécois va sortir, qui donne la chienne. En québécois, on appelle donne la chienne. On se fait prendre par la peur. Mais c'est pas la vision du monstre, c'est l'absence du monstre. Et encore une fois, évidemment, pour jouer, il faut savoir où il est. Donc, il va falloir le fuir, il va falloir l'éviter. Mais je n'ai pas besoin, encore une fois, d'avoir un monstre en soi pour pouvoir créer la peur. D'où la notion de subtilité de ce qu'est la peur. Mais encore une fois, on va faire un passage, et c'est bien parce qu'on me disait que vous étiez beaucoup en cinéma, on va faire un passage par le cinéma. Je vais montrer un extrait que vous ne verrez pas. Mais pour réfléchir à comment, quelque part, le jeu vidéo prend ce qui était là et va le travailler différemment. Donc, je renvoie à cet article sur Gamasutra, The Brain That Couldn't Die, Active Storytelling in Video Games. Et réfléchissons autour de comment la relation entre le spectateur, le joueur et l'écran horrifiante, effrayante travaille. L'idée de l'histoire comme une conversation, avec le public participant activement avec le conteur pendant que celle-ci est racontée, n'est pas une idée particulièrement nouvelle. Elle n'est pas unique aux jeux vidéo non plus. Il y a un genre tout entier des médias traditionnels passifs, les films d'horreur et de suspense, qui dépend de ce type d'interaction pour fonctionner. En fait, c'est tellement ancré dans le genre que beaucoup de films vraiment mauvais le font bien sans même y penser. Alors, l'idée derrière la narration interactive, c'est de savoir que je deviens l'auteur, j'interagis avec le récit, je fais ma propre histoire. Mais ça, quelque part, encore une fois, ce que nous dit Chuck, c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous présentons à un public les ingrédients d'une histoire, il va construire une histoire de ces ingrédients. La tension dans les films d'horreur et de suspense vient de l'interaction entre la version de l'histoire du créateur et celle du public. L'essentiel à retenir pour les développeurs de jeux vidéo est que le joueur n'attend pas que nous lui fournissions le prochain moment de l'histoire. Il a déjà construit sa propre version de la façon dont l'histoire va se jouer. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'Hitchcock disait? Hitchcock disait, moi j'aime jouer les spectateurs. Je vais les jouer avant parce que je sais que le spectateur n'est jamais en train de penser à ce qui se passe maintenant, mais toujours en train de tenter d'anticiper ce qui va venir. Et un bon réalisateur devrait toujours jouer là-dessus. Mais ce n'est pas, quelque part, simplement ce qui est à l'écran qui a de l'incidence, mais c'est ce que ça va créer comme interaction, comme interrelation entre la pensée d'un cinéaste, la pensée d'un concepteur de jeu, et celle d'un joueur et celle d'un spectateur. Je vais vous montrer un extrait pour réfléchir à ça, et bon, peut-être qu'elle sera assez claire. Pensez en fonction de cette notion d'interaction.
hell do you want? I'm very sorry. Bad enough you wake me up at 5:30 for breakfast. Sir, I'm sorry. You're sorry. I think you do this on purpose. What's your name? I'm going to report you. My name is Amy Keating. Good night. Angels of mercy, horse shit. Yes, I'm fine. I'm just a little jumpy. C'est un très mauvais film. Je vous ai montré la meilleure scène du film. Mais bon, il y en a qui se sont fait prendre, ce qui est toujours agréable. Mais comment on interagit avec son spectateur? Bien, évidemment, elle entend quelque chose. Elle y va. Ça y va pas, il n'y a pas de scène. Quand elle avance, qu'est-ce que vous vous dites? Non, il ne faut pas y aller, bien sûr. Elle va y aller. Évidemment, on a triché. Si vous entendez le bruit de la glace aussi fort qu'on l'a entendu là, non. Mais évidemment, on attire. Et quand on est là, on attire l'attention du spectateur. Ouf, OK, c'est la glace. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur le sait. Évidemment, on a laissé l'espace du cadre pour que la surprise débarque. On pourrait même dire qu'elle était en rouge, donc elle prend toute une partie. L'œil est vraiment attaché vers le rouge. Évidemment, donc le sursaut débarque et bon, ça peut fonctionner. On va rebeloter la scène. Mais là, il n'y a pas de gros plan. On n'avance pas. On reste derrière. Pas de problème. Les gardiens vont partir une deuxième fois. Là, on attend. Ah, il semble rien se passer, tout va bien. Et ça, redemande, deuxième saut. Interaction entre le réalisateur et son spectateur. Pourquoi des scènes comme celle qu'on vient de voir, n'allez pas dans cette chambre, sont tellement fondamentales aux films d'horreur et de suspense parce qu'elles établissent un rythme de contrôle alternant sur cette histoire. Exposition, mise en scène, tension, récompense. La voix du cinéaste est la plus active pendant les séquences d'exposition, alors que la voix du public l'est le plus dans les séquences de tension. Le cinéaste cesse de donner sa version des événements et invite le public à formuler sa propre version de ce qui va se passer ensuite. Quand l'infirmière débarque, quand on est fan d'horreur, on essaie de dire comment ils vont travailler la scène. Est-ce que le monstre va débarquer là? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis déjà en train de me mettre en état, soit pour me protéger, ou soit pour y réagir. Les bons spectateurs d'horreur, des bons spectateurs qui aiment les films de frayeur et de peur, sont ceux qui vont jouer le jeu. Moi, je suis un très bon joueur.
Fait que ne vous en faites pas, monsieur, je sursaute aussi. Je suis un très bon joueur. Les gens qui n'aiment pas les films d'horreur, c'est que dès l'instant où tu t'imagines qu'ils sont 80 sur le plateau et qu'ils sont en train de filmer, il n'y a pas de peur. Quand tu rentres dans le jeu et que toi-même, tu es en train de te créer ton histoire, c'est là que ça devient de plus en plus effrayant. Donc, la leçon, j'ai traduit, la leçon importante que les développeurs de jeux vidéo peuvent apprendre des films d'horreur et de suspense, c'est que le public n'est jamais vraiment passif. On le sait depuis l'avènement du cognitif en cinéma, mais on est toujours en train de réfléchir. Il est constamment en train de traiter les informations, de réinterpréter, d'accepter, de rejeter, de prédire. Il est facile de désactiver le contrôle d'un joueur d'une cinématique. Il est impossible de lui éteindre le cerveau. Encore une fois, c'est toute la défense des cinématiques ou des cutscenes. Tu n'es peut-être pas en train d'interagir pendant ta cutscene, mais elle te met dans l'état, elle te fait réfléchir, elle te donne l'information. Je ne pèse pas sur ma manette, je ne joue pas, mais le jeu ne s'arrête pas. Et encore une fois, donc, ça fait déjà plusieurs années, il y a encore des cinématiques dans les jeux. Ça répond quand même à certains besoins. Donc, de voir comment on rentre en interaction et comment l'horreur, donc comme genre, est vraiment bien. Et je dis horreur encore une fois parce que c'est l'étiquette qu'on a, mais comment, quelque part, c'est un genre par excellence pour pouvoir réfléchir donc à la relation qu'on peut avoir entre un spectateur et un joueur. Mais on va distinguer deux peurs pour bien réfléchir à comment tout ça se met en place. Ce qu'on vient de voir, c'est ce que j'appelle la peur fictionnelle. Ce qu'on a expérimenté, c'est de la peur fictionnelle. C'est une émotion qui est enracinée dans le monde fictionnel et les préoccupations générées par ce monde. Quelque part, quand je regarde un film, si je suis préoccupé ou que je m'intéresse à ce qui se passe, je vais quand même créer une relation entre le personnage à l'écran et moi. Le public simule intellectuellement et émotionnellement l'état mental du personnage en s'appuyant sur la façon dont elle est montrée, à la fois dans les circonstances initiales et la façon dont sont dépeints le personnage et ses réponses émotionnelles. Le lecteur, spectateur, joueur devient un coprotagonisme au sens où il imagine, elle ou il imagine les sensations du personnage et partage donc, dans une certaine mesure, le point de vue du personnage sur l'événement fourni par la fiction. Quelque part là, je pars avec mon infirmière, mais elle est dans un contexte où c'est une femme et dans un hôpital. Je vous ai montré, mais le film est déjà commencé depuis quelques temps, donc on sait qu'il peut se passer des choses horribles. Donc on est dans un état où je m'avance avec peur, je m'avance avec suspicion. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en relation avec ce personnage-là. Mais quelque part, j'avais des préoccupations pour elle. Je m'imaginais qu'elle pouvait mourir. Je ne suis pas sûr que personne ne se dit, ça y est, on meurt. Ça se passe là maintenant. On est dans une relation avec un personnage. Je suis témoin. Je ne peux pas rien faire. La seule chose, c'est moi qui va réagir, c'est moi qui va sursauter, c'est moi qui va avoir peur. Mais tout est généré par l'autre, par le personnage à l'écran. Évidemment, le jeu vidéo ne fonctionne pas comme ça. Le jeu vidéo, l'émotion que j'aurai va découler de mes propres préoccupations, de mes actions dans le monde du jeu et des réactions qui vont résulter de tout ça. En jeu vidéo, narratif, et je dis narratif parce qu'on est dans une relation de personnages, sont à la jonction d'un corps interactif, ergodique d'un personnage joueur et l'exposition de la vie intérieure de ce personnage. Je suis cependant celui qui agit. Mais je sais en même temps que j'agis à travers un personnage joueur, donc en même temps conscient de le faire pour un ou un personnage, peu importe la perspective. Dans un jeu vidéo, et c'est pas nouveau, mais c'est ce qui change tout, c'est moi à travers ma manette, à travers ma souris ou mon clavier, qui avance. C'est moi qui décide. Peut-être que je ne serais jamais allé, moi, dans la chambre, où j'aurais attendu, peut-être, dans un jeu qui me le permettait d'attendre que les policiers reviennent pour aller voir qu'est-ce qui se passe. J'aurais eu un choix, j'aurais agi pour moi. Parce que la grande différence entre un jeu vidéo et un film, je n'ai jamais ressenti, j'imagine vous non plus, sinon dites-moi là, ma théorie vient de tomber, mais cette fameuse peur panique. Donc, quelque part, quand je suis dans un jeu vidéo d'horreur et que là j'ai un monstre qui me court après, je pars dans tous les sens. J'oublie, je ne sais pas où je m'en vais, ma carte mentale que j'avais acquérie de l'espace vient totalement de disparaître, je suis en panique, je fais seulement fuir. Pourquoi? Parce que ce sont mes préoccupations de mon personnage qui sont là, mis en danger. Je n'ai jamais eu de peur panique au cinéma. Quelqu'un a déjà eu une peur panique au cinéma? Non? Au moins, je peux dormir en paix.
Mais quelque part, donc là maintenant, la préoccupation, elle est davantage pour moi comme joueur, mais aussi pour mon personnage. Parce qu'encore une fois aussi, ça peut être Jill, on a des avatars différents. On sait très bien que les jeux japonais ont des petits avatars, donc dès l'instant on joue une petite adolescente, ça change un peu la donne. Resident Evil est devenu, donc Chris a pris des poids et puis a travaillé beaucoup en cours de route. Donc là, il y a une relation au personnage qui, en fonction du personnage, va changer aussi mon état, la relation dont je vais jouer. Mais le jeu vidéo narratif, parce qu'on est toujours en train de réfléchir, va tirer parti de ces deux approches. C'est-à-dire qu'on sera toujours dans une histoire quelconque. Donc on pourra avoir des peurs fictionnelles qui pourront venir, on va le voir tout à l'heure, de la représentation. Et on aura aussi, surtout, de la peur vidéoludique qui va être basée sur ce que je vais faire, la jouabilité. Donc, première chose, réfléchissons à la manière dont on a travaillé l'épouvante dans les jeux vidéo. Ça sert à la fois de faire un peu d'histoire et de préciser comment on a travaillé la peur. Commençons par un extrait. J'aime bien, moi j'entends plein de bruits qui viennent en même temps. Die, monster! You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Je peux l'arrêter là. Castlevania. À moins que vous l'avez joué quand vous étiez vraiment jeune, quelque part, on a beau me parler de l'héritage du mal, de cette terreur innommable, mais je ne suis pas sûr que j'ai tant peur que ça quand je joue au jeu. Alors, quelque part, si on commence à poser les jalons d'une étude des jeux d'épouvante, un jeu comme Castlevania serait en bas. C'est-à-dire qu'on a un contexte horrifique, basé sur l'iconographie, donc les lieux, le bestiaire, les thèmes narratifs et l'appareil périphérique, donc tout ce qui est autour, la bande-annonce, la jaquette, tout. Mais je ne suis pas dans une position où j'ai peur. Qui a eu peur dans Castlevania? Bon, je suis quand même... Trichez à un moment donné, dites-moi oui, même si c'est non, comme ça, vous allez voir, je vais rougir, je vais tout... donc on pourra travailler l'émotion, le processus de l'émotion. L'histoire des jeux vidéo d'horreur ou des jeux d'épouvante jusqu'à les années 90. On avait donc des jeux à caractère horrifiant, mais le but ou les possibilités de faire peur aux joueurs n'étaient pas très très grandes. De toute façon, vous remarquez, c'était davantage des jeux de plateforme qu'autrement. On n'avait pas la technique. Encore une fois, preuve, ce n'est pas la présence d'un monstre qui va créer un jeu d'épouvante, ça va être la création de la peur, ça va être comment on va travailler la peur. Donc, monstre n'égale pas horreur, n'égale pas création d'un état particulier. Autre exemple.
Fear. Quelqu'un a joué à Fear? Un shooter. Donc le titre était beau, mais quelque part, comment on nous a présenté Fear? Alors, découvrez la nouvelle signification de la peur dans cette fusion unique entre un tir à la première personne stylisé et un suspense supernaturel. Je ne sais pas, il y a peut-être 15-20 heures de jeu dans Fear. On est souvent dans des corridors, on rencontre des ennemis et par moments, on a ce genre de scène. Alors, quelque part, on n'est plus tout à fait seulement dans un contexte horrifique, mais on va monter dans la pyramide et on va avoir des jeux qui vont avoir des effets de peur ou d'horreur ponctuels, qui, quelque part, vont pouvoir nous faire peur. Dans l'histoire du jeu vidéo, et là, le danger qu'on a quand on utilise l'horreur, c'est que c'est la distance qu'il faut prendre. Quelque part, dans Halloween, comparativement à Texas Chainsaw Massacre un peu plus tôt, je veux dire, ceux qui l'ont joué, souvenez-vous, donc l'écran tombe noir et on peut se faire poursuivre n'importe où. Il y a une tentative de mettre en place des effets de peur, c'est-à-dire qu'on peut se faire attaquer n'importe où. Vous l'avez déjà reconnu, regardez si c'était beau. On met un peu de bleu et puis voilà. Project Firestar, c'était les cinématiques, donc un des premiers jeux qui mettait des cinématiques sur la mort du personnage. Seven Guess, qui est un jeu de puzzle, mais qui avait donc des cinématiques où, là, vous ne le voyez pas, c'est un squelette qui sort d'un coffre, et les gens disant que c'était vraiment effrayant. Et Phantasmagoria, encore film interactif, c'était des scènes de meurtre qui étaient vraiment, et là, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai rajouté ça il y a à peine quelques temps parce que je travaillais sur la peur, mais on se rend compte qu'il peut avoir des effets horrifiants aussi, c'est-à-dire que Phantasmagoria, on pouvait le jouer censuré, donc on pouvait enlever la vision de tout ça, mais c'était vraiment des trucs horrifiants, donc les femmes se faisaient faire plein de choses. Donc il y avait, malheureusement, toujours, mais il y avait un contexte horrifiant, c'était plus tout à fait de la peur, c'était de l'horreur de voir donc comment il allait tuer ces femmes en cours de route. Mais quelque part, encore une fois, on avance dans la pyramide, mais on n'est peut-être pas au bout de la pyramide. Alors, je vous renvoie, Dominique Arsenault, maintenant mon collègue, a travaillé sur les jeux d'horreur, que je vous disais quand on a travaillé ensemble sur les jeux d'horreur, et a développé une théorie des effets génériques. C'est-à-dire un effet ponctuel, ça reste un effet ponctuel. Pour qu'on arrive à avoir un jeu d'épouvante, il faut qu'il y ait une multiplication, il faut que les effets soient plus importants. D'où la notion de réfléchir à quels sont ces effets. Est-ce qu'ils ont une étendue? Est-ce qu'ils arrivent, ils durent plus ou moins longtemps ou c'est quelque chose de très très rapide? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ou il y en a un de temps en temps, je ne me souviens pas, mais dans Fear, c'est à tous les 30, 40, 50 minutes où on voit l'arrivée de notre petit fantôme. Il n'y en a pas tant que ça. La densité, est-ce qu'il y a vraiment donc un travail sur la mise en place des événements, des actions, ou pas tant que ça? Et la résonance, est-ce que ça a une influence sur la suite? Dominique prend l'exemple de Diablo. Le diable. C'est un jeu sur le diable. Ça devrait faire peur. Mais quelque part, si la cinématique de début est dans une thématique plus horrifiante, on a donc ces gens pendus, on a le corbeau, on renvoie à des images gothiques, donc il y a une relation d'effet d'horreur. Mais dès l'instant où je commence à construire mon personnage, ben, je veux dire, c'est le RPG, c'est le jeu de rôle qui va prendre le dessus. Et quand je vais commencer à jouer le jeu, l'interface va me ramener à la relation davantage au jeu de rôle qu'au jeu d'aventure qui est attaché à l'horreur. Donc, si au départ, on pourrait dire, voilà, Diablo est un jeu d'horreur, ben, il n'y a pas assez d'effets génériques pour nous ramener donc cette notion d'horreur. Et encore une fois, Dominique parle de la rencontre avec le boucher. Donc, il y a un boss qu'on rencontre à un moment donné. Mais encore une fois, ces événements-là sont pas très multiples, ce qui fait en sorte que je ne pense pas qu'on pourrait dire que Diablo est un jeu d'épouvante. Pour arriver à monter dans la pyramide, il faut quelque part que la peur devienne l'objet principal du jeu vidéo. À la fois dans l'intention, dans la structure et dans la réception. On pourrait dire que les effets de l'horreur sont très subjectifs. Tout dépendant si je joue le jeu, je pourrais dire qu'un film n'est pas épeurant parce que moi, ça ne m'a pas fait peur. Mais quelque part, si on faisait tout le temps ça, il y aurait vraiment une dimension subjective. D'où le fait de savoir que
gérer à la fois l'intention, la structure et la réception, c'est de s'assurer de voir que, à la base, ce qu'on voulait créer, c'était bien donc une expérience d'épouvante, une expérience de frayeur. Quand on regarde les meilleurs jeux qui sont considérés comme des jeux d'épouvante, le top scariest game in the world, et ça date de 2004, donc on en a eu d'autres, mais on se rend compte donc que Resident Evil, les Fatal Frame, The Suffering, Sirens, Clock Tower, évidemment le slasher, Ghost Hunter et Manhunt, bon ça sera une autre question, Silent Hill, hop, bien sûr, et Fatal Frame 2. Qui a joué Fatal Frame 2? Chef-d'œuvre vidéoludique. C'est sûr que c'est la PS2, mais vous devez tous jouer un jour. Connaître ce qu'est d'avoir peur, d'être effrayé dans Fatal Frame. Dans Fatal Frame, en plus, on n'a pas de gros gun. On se défend avec une caméra. On va voir un extrait tantôt. Vous ne voudrez peut-être plus y jouer après l'extrait. Mais bon, bref, c'est une expérience extraordinaire. Je veux dire, bref. Ce qui est bien avec la peur, c'est qu'on est très vivant. Hein, c'est l'inverse. Avoir peur, c'est se sentir très présent dans la vie et dans le monde. Donc la peur, le genre d'horreur est superbe. Donc vous devez, ceux qui ne sont pas dedans, il faut vous y mettre. On rentre dans le sublime et on rentre dans le rapport, donc très important. Mais on se rend compte que, quelque part, il faut arriver au bout de la pyramide et de savoir que tout à coup, on va créer l'horreur. Mais comment? Comment? Parce que il faut... Bon, c'est long, je saute. Comment? On a développé, nous, un système en 3 parties pour réfléchir à la manière dont on va concevoir la peur vidéoludique. On a des figures d'interactivité que je vais définir dans un instant. On a des modalités actionnelles qui sont le cadre d'action que le joueur doit envisager pour pouvoir progresser, performer et réussir le jeu. Et on va voir ce qui va nous intéresser, évidemment, pour nous un peu plus, ce sont les tactiques de l'épouvante. Je vais sauter les modalités parce qu'on en aura encore pour 1h30. Je ne suis pas sûr que ça vous tente de rester si tard. Et on va s'intéresser donc aux figures d'interactivité et aux tactiques de l'épouvante. Pourquoi? Parce que je disais tantôt, dès l'instant où on est dans la peur vidéoludique, on est dans l'agir. Donc il faut s'intéresser à la manière dont on agit. Réfléchir aux jeux vidéo, la première question qu'on se pose comme concepteur, que c'est qu'on va faire faire à notre joueur? Et comme joueur, qu'est-ce que je vais faire dans le jeu? Je rentre dans des figures d'interactivité. Et souvent, on se rend compte dans le jeu vidéo, quand on y pense, on ne fait pas grand-chose. On fait souvent les mêmes choses. Je veux dire, si vous prenez, on va tous acheter... Bon, le terme m'échappe pendant que je vais vous en parler. Le 4 qui sort... Comment? Uncharted. Vous voyez, les blackouts. Là, j'ai la chienne, j'ai fait un blackout. Uncharted 4. Et dans Uncharted 4, on fait toujours la même chose. On grimpe, on court, on tire, on grimpe, on tourne, on tire, on trouve un puzzle, il débarque, on a une bataille, on retourne un puzzle, on grimpe après des affaires. On fait toujours la même chose. Mais c'est le fun. Et là, on ne va pas se cacher dans les plantes. C'est encore plus le fun. Mais bref. Alors, réfléchir à l'interactif, c'est réfléchir à ce que fait le joueur. Explorer, se battre, infiltrer, manipuler des items, c'est ce qu'on définit comme étant des figures d'interactivité, c'est-à-dire les actions effectuées par le joueur telles qu'envisagées dans l'axe imaginaire des actions du personnage joueur. Et ça, nous, on a fait ça parce que souvent, mes éminents collègues vont réfléchir à l'interactivité en créant des structures interactives, en créant des modèles, mais qui, moi, comme joueur, je n'ai aucune assise. On peut bien me montrer l'arborescence d'un jeu, mais moi, je n'aurai jamais accès à cette arborescence d'un jeu. Mon expérience est définie en fonction de ce que je fais, en fonction de ce qu'on me permet de faire, d'où l'importance des figures d'interactivité. Figures d'interactivité, c'est dans tous les genres. Que ce soit dans un RTS, que ce soit dans un first-person shooter, dans un jeu d'action, c'est tout. Mais dans notre genre à nous, la question à se poser, c'est tout à coup, qu'est-ce qui va rendre l'action plus effrayante? D'où la notion de tactique de l'épouvante. On en a défini quelques-unes, mais tout à coup, c'est tenter d'analyser les éléments de conception qui compliquent l'action du joueur, pas seulement dans un rapport de progression, mais toujours dans cette création de cet état très intense devant, donc, une entité dangereuse, devant le monstre ou devant un événement qui peut être dangereux pour mon avatar. Alors, des tactiques de l'épouvante, comme je vous dis, on en a quatre grandes. Environnement, point de vue, comportement du monstre et ressources. On le sait, ce qu'on appelle le survival horror, les premiers Resident Evil ou même le premier Alone in the Dark. Tout le monde a joué Alone in the Dark, encore une fois, chef-d'œuvre.
il y avait presque rien. Je pense qu'il y a 10 munitions à travers le jeu. Il n'y a presque pas de ressources. Il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, Resident Evil, c'est schlock, t'as ton bazooka, tout est beau. Et puis... Mais avant, c'était de... Vous vous souvenez, donc il fallait mettre des trucs dans la boîte parce qu'on n'avait pas assez de place dans notre inventaire. Donc il fallait courir entre le truc. Ah, la plante est là, mais merde, je peux pas la prendre. Alors, bon, il y avait un rapport de ressources qui créait la peur parce que je savais pas qu'est-ce que j'allais rencontrer plus loin. Donc il y avait cette relation-là. Ressources. Comportement du monstre, je viens de travailler sur les zombies. Les zombies en jeu vidéo ont changé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si le monstre fait toujours d'où le fait que dans Resident Evil 4, on est rendu avec des infectés beaucoup plus que des zombies. Parce que le monstre, c'est en fonction de comment il court, c'est quoi sa portée, c'est quoi ce qui va le rendre dangereux. Et maintenant, dans les films de zombies, il explose. Ah, vous avez des tanks. Donc dans Dead Island, il y a des gros zombies qui te courent dessus. Bon, c'est encore une fois pour varier la jouabilité, mais bref. Sauf que ce soir, je veux seulement qu'on se concentre sur les deux premiers, et peut-être sur le premier, tout dépendant si... Mais je pense que ça va. Mais de voir comment, tout à coup, on va s'amuser à concevoir la peur du joueur en fonction de l'environnement et en fonction du point de vue. Alors, tactique de l'épouvante par rapport à la menace environnementale. L'événement effrayant est lié à une menace provenant de l'environnement du jeu, que ce soit par l'entremise de pièges, de fausses alarmes, de déclencheurs spécifiques par le déplacement, par exemple en provoquant un sursaut par l'apparition d'un monstre. Ou ça peut être aussi ceci. On va bien voir. Not all my subjects protest their gains, such as you, detective. Some seek purpose and to be tested. Some even create their own tests. C'est pas toujours élégant quand je monte mes séquences de jeu, mais ça fait partie de l'exploration. C'est Jigsaw quand même. Mais dans ça, qui a joué à ça? Il y en a peu, moi j'espère, c'est pas un grand jeu non plus. Mais tout à coup, il y a cette peur de savoir que dans Resident Evil, c'était la porte, il y avait l'écran de chargement qui nous permettait de respirer un peu. Mais là, tout à coup, dans ça, il peut avoir, donc tout dépendant à la porte, un mécanisme qui va nous amener à devoir réagir rapidement. Donc quelque part, je ne suis jamais en sécurité quand j'explore, ça peut, figuralement, littéralement, me péter d'en face. Et me faire exploser la tête. Donc, il y a quand même une exploration qui, tout à coup, devient un peu plus effrayante parce que je ne suis pas sûr à ce qui va m'arriver. Et ça, c'est une manière de concevoir la peur parce que, quelque part, on a une menace qui est par anticipation. Dès l'instant où, la première fois, excusez-moi pour le micro, alors plus alors là, je sais que ça peut m'arriver, alors j'anticipe à chaque fois, quand j'ouvre une porte, d'entendre et de m'assurer de répondre s'il y a un piège ou non. Et ce travail-là est important et repose sur le fait que tout à coup, moi, comme joueur, c'est moi qui va avancer et c'est mon histoire. On parlait tantôt de l'interaction entre le réalisateur, le designer et le spectateur ou le joueur. Alors tout à coup, la longue anticipation d'une confrontation dommageable est plus inquiétante qu'une courte anticipation. Bien, quand on est capable de mettre le joueur dans cette anticipation pendant des heures et des heures et des heures, bien, je suis toujours en train de me dire « Merde, il va m'arriver quelque chose, merde, il va m'arriver quelque chose, merde, il va m'arriver quelque chose. » J'anticipe et après ça, c'est de savoir comment le concepteur va lui faire sa part, c'est-à-dire, il va-tu se passer quelque chose ou il ne se passera pas quelque chose? Il y a un jeu, est-ce qu'on peut dire un jeu? Ah, vous le connaissez déjà? Quelqu'un reconnaît ça tout de suite? Hein? C'est bon, je vous le mets parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, PT a changé la donne et on n'aura jamais le résultat après. Bon, on ne le sait pas, peut-être. Mais pour ceux qui n'ont pas joué à PT, donc ce jeu débarque sur la PlayStation. L'image est verte, c'est un champ, un beau champ
tu télécharges le démo. Il y a des gens qui l'ont joué sans savoir c'était quoi en plus. Et là, tu tombes dans une relation d'exploration d'appartement. On voit rien, ce qui est agréable. C'est ma séquence de jeu, hein. Donc c'est la première fois que je tombais dans PT. Je pensais qu'elle allait faire quelque chose, mais... Et là, on retombe dans la boucle. Mais souvenez-vous, j'en ai encore des frissons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous qui a joué le truc, c'est fou. Mais, quelque part, PT, c'est pas ça. C'est pas le bébé des Razorhead. C'est lui qui va déclencher donc, le son, qui va déclencher quelque chose. Je m'intéresse à lui et là, hop, ça va déclencher tout ça. Mais qu'est-ce qui a créé cette frayeur extrême dans cette séquence-là? La porte, la poignée, à bouche. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est pas un film que j'ai vu 60 000 fois où la poignée bouge. C'est moi qui ai poigné dans la toilette et il va se passer quelque chose. Merde! Et là, j'attends. Et en plus, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je rentre, je bouge, j'essaie de faire quelque chose jusqu'à temps où que je remette à regarder le bébé. Hop, et là, je me retourne. La porte est entrouverte. Et vous avez regardé, premier réflexe, je m'en vais voir au coin du corridor s'il y a quelque chose. Après ça, je retourne, sachant quelque part, donc il peut y avoir quelque chose parce qu'on arrive à l'entrée, il est en haut, je regarde parce que là, je suis ses nerfs. Mais ça, encore une fois, c'est comment concevoir la peur. C'est concevoir la peur sur ce que le joueur fait, sur ce que le joueur pense, sur comment le joueur réagit. Alors, Scary Games Finding, on se rend compte que le combat lui-même n'est pas aussi effrayant que l'implicite menace de combat. Les plus grands moments de peur, encore une fois, excusez-moi de mes traductions, résultent des moments dépourvus de tout combat physique, moments durant lesquels les joueurs anticipent et craignent qu'ils sont sur le point de se battre, mais finissent par ne pas le faire. Et ça, c'est quand on pense aux jeux vidéo d'épouvante qui sont les plus intéressants, que ce soit Fatal Frame, que ce soit Silent Hill, souvenez-vous, là, il y a quelque chose autour de moi, je ne le sais pas, je le cherche, je vais vouloir le combattre ou je le fuis. Ben là, je me mets à courir.
Je suis toujours dans ce rapport d'anticipation. Même chose quand on arrive dans Fatal Frame. Dans Fatal Frame, il y a des fantômes qui sont méchants, mais il y a des fantômes qui sont seulement en train d'errer dans le manoir. Donc, par moment, eux ne sont pas dangereux, mais je ne sais pas qu'est-ce que je rencontre quand je vois un fantôme. Donc, je suis toujours dans l'anticipation, et c'est moi, comme joueur, qui a la chienne, vous comprenez l'expression maintenant, qui a peur, et c'est moi qui raconte mon histoire, c'est moi qui me donne des peurs. Hein, j'ai écrit un texte en 2005, comme « Venir à jouer à se faire peur ». Ben, le jeu vidéo, c'est ça, je viens jouer à me faire peur. Et en fonction du travail du concepteur qui, lui, va avoir fait sa scène d'exposition, qui, lui, va avoir mis dans l'état, après ça, il me laisse aller, puis moi, je veux dire, je capote bien raide, puis souvent, il ne se passe rien. Donc, c'est le plaisir de l'horreur. On parlait tantôt de Layer of Fear. Vous avez joué Layer of Fear? Je pense que j'ai les hardcore gamers d'horreur. Donc, il n'est pas très court, 4 heures, ça se fait assez rapidement. Mais quelque part, donc, eux ont Don't Look Back. C'est un jeu d'exploration. Donc, on nous dit que depuis, avec PT, on a plusieurs jeux où ce sont des jeux d'exploration. Je renverrais plus ça à Amnesia qui a lancé l'idée qu'on n'a pas besoin de se battre. On explore des corridors et des endroits sombres et le joueur va faire le reste. Donc, il n'y a pas besoin de combat. Alors, quelque part, les jeux d'exploration maintenant, à part les sursauts, on n'a pas besoin de se battre, on sait que le joueur va avoir peur. Mais encore une fois, les concepteurs de jeux disaient, nous croyons que la véritable horreur vient de l'inconnu. L'environnement joue un rôle vital dans la création d'une atmosphère lourde et troublante. Des changements en temps réel à votre environnement créent ce sentiment de ne pas savoir ce qui peut arriver ensuite, ce qui va survenir ensuite. Les gens s'attendent à ce que des choses insensées aient lieu et qu'elles vont rapidement dégénérer. Le joueur se part sa propre histoire. Ce qui est intéressant de Layer of Fear, c'est qu'ils disaient, ils ont mis partout « Don't look back ». Parce que le plaisir du jeu, encore une fois, à part les sursauts qu'on a, il n'y a pas de combat. On est dans un rapport d'exploration, mais tout va se passer souvent derrière nous. Ça va changer. Je pars dans un corridor, j'entends quelque chose, je me tourne, c'est plus le même corridor. Donc, on va vraiment jouer sur la dimension gothique du lieu qui est vivant et qui me met toujours donc sur la corde raide, sur les aguets, parce que je ne sais pas et je suis toujours dans la peur de pas savoir où je suis et de me perdre dans cet espace et de ne plus être capable de retourner où j'étais. Donc, il y a cette création, cette peur de l'inconnu, mais encore une fois, les gens s'attendent à des choses insensées. Quand on rentre dans le jeu d'épouvante, on ne s'attend pas à rencontrer des personnes qui vont danser, on s'attend à rencontrer des monstres. Je suis toujours en train de penser au pire. On va s'amuser, on va jouer, on va concevoir ce tremplin pour nous faire peur. Mais, et peut-être j'ai choisi celle-là parce que c'est la dimension la plus cinématographique, la tactique de l'épouvante qui est basée sur le point de vue. Donc, relié au champ de vision du joueur et à son point de vue, il faudrait dire aussi à son point de son. On est toujours en train d'être plus image que le son, mais dans les jeux vidéo d'épouvante, c'est souvent le son. Vous avez entendu tantôt le petit bébé. Je vous ai tous vu déjà changer de visage quand le petit bébé commence à brailler. Il y a un rapport au son qui est aussi très viscéral. Mais de voir quelque part qu'on va travailler sur cette fameuse notion de champ aveugle, à la fois diégétique ou extra-diégétique. C'est-à-dire, retournons à Bonitzer, le champ visuel au cinéma et dans les jeux vidéo se dédouble d'un champ aveugle. L'écran est une cache et la vision partielle. Le cinéma, encore plus le jeu vidéo, en l'occurrence, raffine et renchérit sur un effet qui ne lui est absolument pas spécifique, puisqu'on le retrouve aussi au théâtre, dans le vaudeville notamment, l'amant dans le placard, mais pas seulement, et même au Grand Guignol. L'ennemi est virtuellement partout si la vision est partielle. On parlait tantôt, monsieur, de VR. Alors, dès l'instant, on est encore devant un cadre. Le cadre nous montre, on a une image, mais il y a toujours ce qui est à l'extérieur. Donc, on a à la fois un champ de vision, mais ce champ de vision est entouré d'un champ aveugle que je ne vois pas et, évidemment, dans lequel peut se cacher des choses affreuses. Je traîne ça depuis 20 ans à peu près. Il m'est arrivé ceci dans Alone in the Dark, qui est un des plus grands jeux d'épouvante, le premier des survival horror. Attention,
Bon, qui a joué à Alone in the Dark? Je suis ému, je vais retourner à Montréal, je vais dire, tabarnouche, je vais revenir à Paris, il faut que j'aille à Paris. Mais quand on a joué ça, on s'est fait tuer la première fois, parce que c'était pas toujours évident, les mécaniques étaient ce qu'elles étaient. Vous avez probablement fait ça aussi, vous. Et là, vous avez peut-être oublié le jeu, mais il va se passer ceci. Parce que c'est quoi la stratégie première que je fais quand je recommence le jeu? Monsieur est un joueur de shooter. Fusil. Non! Moi, c'est quoi la première stratégie? Ici, le monstre est là, je vais aller voir tout de suite dans le coin où est-ce qu'il est. Vous avez des stratégies de shooter. Le fusil. Son. Le monstre était caché. Il était vraiment caché dans un champ aveugle. Évidemment, il ne sortira pas de là tant que je n'ai pas trouvé le carnet. À quel moment extraordinaire. Et là, il va-tu se passer quelque chose? Non. Oui, mais non. La présence du hors-champ, la présence de la crainte dans le hors-champ, ça, c'est un moment d'anthologie. Un concepteur, le Rénal, qui peut-être aurait été ici avec nous, Frédéric Rénal, d'avoir pensé à ça, qui tout à coup, non, ton monstre, tu l'entends, mais il est là derrière le rideau. Souvenez-vous du début de Alone in the Dark, en plus, la saute par les fenêtres, donc il va sortir par la fenêtre aussi. Je rentre dans mon anticipation, il ne se passe rien, je retourne, le monstre débarque. Le plaisir du hors-champ, le plaisir du champ aveugle. Parce que, bon, là, je le mettais en image, il est là, et il va absolument sortir de ce hors-champ quand j'aurai, moi, au lieu de sortir le fusil, je suis allé voir, le monstre va débarquer. Mais ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, comparativement à ça, le cinéma veut que ce qui a lieu dans la continuité du hors-champ ait autant d'importance du point de vue dramatique et même parfois davantage de ce qu'il y a à l'intérieur du cadre. C'est tout le champ visuel qui est dramatisé. Le cinéma est plus proche de ce point de vue du Grand Guignol que du théâtre. Grand Guignol, premier théâtre de l'épouvante, de la frayeur qui faisait donc mourir des gens, torturait, tuait des gens sur scène. Donc on montrait tout. Et ce n'était pas la coulisse, on ne travaillait pas la coulisse, ce qui se passait en coulisses. Alors tout à coup, le jeu vidéo va tirer parti de ce champ aveugle parce qu'on a notre 360 degrés. Et encore une fois, Alone in the Dark, je le montrais bien. Le jeu vidéo, le hors-champ n'est pas une zone morte. Il n'y a pas de coulisses en jeu vidéo. Au contraire, je suis toujours quelque part en train de rencontrer une zone où je peux mourir. Silent Hill, c'est la beauté de Silent Hill. C'est le brouillard, c'est l'obscurité. J'avance continuellement dans un champ aveugle que je ne vois pas. Et j'avance quelque part, donc, dans ce rapport à la mort. Peur. Hein? Bon timing, merci. Peur. Mais c'est joué sur le travail du joueur, c'est-à-dire je ne vois rien, j'imagine. J'entends qu'est-ce qui va se passer. C'est le premier travail. Évidemment, je n'ai pas le choix de vous montrer une séquence de Silent Hill. Vous verrez là, vraiment absolument rien. Gardez ça ici. Je suis avec ça aussi assez longtemps. Mais à chaque fois que je la vois, je me dis... Champ aveugle. Qui a joué Silent Hill? Yes. Le champ aveugle extra-diégétique. Le brouillard, c'est diégétique. L'obscurité, elle est dans l'univers du récit.
Dans un rapport de cadre, cette image-là, ce cadrage de la caméra virtuelle, est un cadrage qui est décidé par les concepteurs. Et on va devoir balancer les deux. Et on le sait qu'avec Silent Hill, donc le rapport de la caméra, on est toujours devant ce fameux brouillard de la guerre, ce fog of war, on avance sur quelque chose qu'on ne voit pas. Mais vous avez vu le « on entend. Et ça, par exemple, c'est ceci en bas, vous avez probablement vu. Ça donne vraiment plus la chienne qu'un gros zombie dans un Resident Evil. Il ne m'a pas touché, je vais pouvoir m'en débarrasser très rapidement, mais le moment où il débarque encore en bas du cadre, c'est là que moi, je suis vraiment dans un moment, je ne peux pas rester là. Fuir. Ne pas vouloir rencontrer le monstre. Mais qu'est-ce qui arrive si on veut penser la peur et de faire l'inverse? On va voir ceci. Fatal Frame. Qu'est-ce qu'on fait dans Fatal Frame? On va jouer sur deux perspectives. J'explore à la troisième personne et je rentre donc en combat à la première personne à travers la caméra obscura qui est l'arme qui me permet de combattre les fantômes. Alors j'ai encore une fois cette notion de caméra virtuelle, de champ aveugle, mais quand je prends ma caméra et que je contrôle, tout à coup, hop, j'ai une vision, donc champ aveugle aussi avec la luminosité, mais j'ai aussi une caméra digétique, la fameuse caméra obscura, qui va me donner un cadre que je contrôle à l'intérieur de l'univers du récit. Mais pourquoi Fatal Frame est un jeu si effrayant? C'est que pour combattre le fantôme, je dois attendre le fameux cadre fatal, c'est le truc rouge au milieu. Plus le fantôme est prêt, et je le photographie à ce moment-là, plus je fais des dommages. La stratégie de Fatal Frame, c'est de te mettre dans la face à chaque fois, attendre à la dernière minute pour que la menace vienne te frapper et de pouvoir donc le garder jusqu'au dernier moment. Ça n'arrive pas une fois, ça doit arriver 5, 6, 7, 800 fois peut-être, non, peut-être pas tant que ça, genre mettons, gardons l'image. Gardons l'image que ça arrive, les effets donc se multiplient et que je suis toujours à la limite de vouloir arrêter. Pourquoi? Parce que le monstre, le fantôme avance souvent. Dans Fatal Frame, en plus, ce n'est pas des zombies où je ferme la porte et je suis en sécurité. Ce sont des fantômes qui, eux, passent à travers la porte et qui, eux, peuvent, pendant que je cours dans un corridor, débarquer n'importe où. Alors, il y a vraiment, donc, pour moi, ce que j'appelle, c'est un survival terror, beaucoup plus qu'un survival horror. Je suis entouré d'une menace continuelle qui fait en sorte que je n'ai jamais de répit. Donc, les deux stratégies du champ aveugle là, et du champ dramatique du jeu d'épouvante, c'est bien de jouer sur qu'est-ce que le joueur va regarder, comment il va regarder et jusqu'à quel moment je vais le faire regarder. Et maintenant, on voit, donc les survival horror avaient travaillé ça, on voit comment tout à coup on va, et encore une fois on parlait de la VR tantôt, comment on va jouer sur la crainte du monstre dans un rapport d'observation entre, parce qu'encore une fois, dans un jeu vidéo d'épouvante, je suis à la fois la victime, je suis le chasseur et le chassé. Je dois tuer les monstres pour pouvoir m'en sortir, mais les monstres sont là aussi pour me tuer, donc on est toujours dans une alternance comme ceci. Bon, je vous mets le titre tout de suite. Alien Isolation qui a bien marché. Qui a joué, à part Mademoiselle et puis les quelques qui...
le son. Si vous avez joué au jeu, vous savez pourquoi je fais ça. Attendez. Donc évidemment, l'alien, je l'ai laissé rouler, mais le moment où tu te lèves les yeux, il est là. C'est le seul problème qu'on a dans ce jeu. Donc il faut se cacher beaucoup parce que, bon, vous l'avez vu passer tantôt, la petite queue qui est là. Donc on est souvent dans des boîtes cachées. Ce qu'il aurait peut-être dû faire qu'ils n'ont pas fait, c'est pourquoi, si l'alien est si fort d'entendre des trucs, à chaque fois je me cache, je bang! Pardon. S'il avait fait une technique de jeu où je peux fermer ou non rapidement ma boîte ou mon casier dans lequel je me cache, et qu'en fonction du stress ou de la panique, j'aurais probablement été plus silencieux la première fois, mais quand je sais que je viens de dire « fuck » et que l'alien l'a compris, je vais aller me cacher le plus vite possible. Et là, j'aurais peut-être fait plus rapidement, j'aurais fait « bang », ce qui aurait amplifié le fait que l'alien va finir par venir me bouffer. Mais encore une fois, là, tout à coup, et avec Amnesia, souvenez-vous, dans Amnesia de Dark Descent, la stratégie, c'est que je ne dois pas regarder le monstre. Et c'est comme ça, donc, je peux m'en sortir. Dans Alien Isolation, c'est vraiment un jeu de survie. C'est un jeu de sauvegarde, malheureusement, ça devient un jeu de sauvegarde. Vous avez ri tantôt, mais à chaque fois que tu finis, tu arrives là. Donc, c'est des checkpoints, des checkpoints ou des points de sauvegarde. Mais encore une fois, c'est de jouer sur le regard et de faire en sorte que, quelque part, je suis, et là dans Alien, bien sûr, je suis celui qui est chassé et qui doit se cacher, mais qui doit quand même, encore une fois, être capable d'anticiper. Est-ce qu'il est là quand je sors mon radar et que je vois? Et on sait que le radar n'est pas parfait, mais on va encore une fois m'amener à réfléchir à, OK, est-ce que c'est le temps que je sorte? Est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je fais? Bon, il y a un trigger event, un événement déclenché comme celui du feu fait en sorte, je sais qu'il faut que j'aille me recacher, je sais qu'il va débarquer. Donc, on est dans une interaction continuelle entre ce que j'ai à faire et ce que je dois faire, et il faut que j'avance, bien que par moment. Je ne sais pas si vous avez fait ça des fois, moi je suis resté 10 minutes avec mon R3 en arrière, parce que avec R3 vous êtes comme ça, fait que c'est encore plus safe pour le Alien. Là t'attends, tu dis bon, je vais encore un petit peu, peut-être qu'il est allé plus loin, là tu ressors et finalement, et des fois il y a une porte qui s'ouvre et puis malheureusement ben, il est là et il te bouffe. Je vais conclure là-dessus, parce qu'encore une fois, donc, Thomas Grip, qui est le designer de Amnesia, a une réponse. Concevoir la peur, c'est ce que nous dit finalement Thomas Grip. Quel est l'élément le plus important quand il s'agit de susciter la peur dans l'esprit du joueur? Ben, j'ai répété ça je ne sais pas combien de fois. Laisser l'esprit du joueur faire le plus gros du travail. Dans l'instant où elle est capable de pouvoir mettre en scène ou mettre en jeu une menace, le joueur va se laisser prendre au jeu, et quel plaisir d'avoir peur dans un environnement sécurisé où c'est toujours possible de fermer sa console. Donc, je vous disais jeudi Silent Hill, mais merci.